Aloha toi cher spectateur, fan de surf, de vagues, de bonne ambiance, mais peut-être aussi d'alcool, de secte De Nicolas Cage. et de Nicolas Cage, oui voilà, je vois pas comment mieux le résumer. Et bienvenue dans cette vidéo sur un film tout de même assez bizarre sur le papier, un film qui est passé à Cannes en séance de minuit avec Nicolas Cage. Et non, ce n'est pas un camoulox, nous allons parler de The Surfer réalisé par Lorcan Finnegan. L'histoire, ça va être assez simple, c'est un père et son fils qui vont sur une plage pour se faire une petite vague, parce qu'un père a acheté une belle maison sur le rebord d'une falaise et a envie de montrer cette belle maison à son fils. Sauf que sur la plage, il y a une bande de rednecks qui visiblement ont décidé que c'était leur spot et ne veulent pas d'étrangers. You don't live here, you don't surf here. Voilà. Avec l'accent australien coupé. Voilà, exactement, parce qu'on va pas essayer d'imiter l'accent australien, ce sera un affront pour les Australiens et aussi possiblement pour nous. Et suite à cela, le père ne l'a pas bonne et va aller déposer son fils chez lui et va revenir le lendemain sur la plage et va essayer de mettre les choses au point avec cette bande de rednecks. En tout cas, c'est ce qu'ils ont l'air d'être sur le papier, mais vous allez vite découvrir qu'ils sont bien plus que cela. Et pour en parler avec moi, j'ai tout de suite pensé à toi, mon cher Colin, parce que Nicolas Cage... Ne me demande pas. Ça me paraît être un argument Nicolas suffisant. Cage. Nicolas Cage. D'habitude, c'est vrai que c'est plutôt Guillaume qui se fait Nicolas Cage, mais sur celui-là, je me suis dit absurde séance. Nicolas Cage, Colin. C'est moi. Comment vas-tu? Ça ride sur la Oh là là. wave. Je sais pas comment parler Oh là là, surfeurs. les Je losers offense entre le tellement. Aloha, ça ride, ça farte ou quoi? Ça part. Hop, c'est ça que je cherchais, je Oh l'avais les plus en losers. tête. Oh les losers. J'en parlerai en partie stéréo, mais je pense que c'est Brise de Nice 4 le film. Oh Brise de 10-5. Et le 4, il l'a encore cassé. Non, le 4, Oh là là. enfin bref. Euh, Bonne histoire. Ouais, non, comment vous placez un contexte à part celui, donc, c'est Nicolas Cage qui a débarqué sur la croisette du Festival de Cannes, présenté ce film en séance de minuit, qu'à partir de là, j'étais conquis, je voulais voir ce long métrage. J'en avais à peine entendu parler, on me dit Nicolas Cage surf, C'est ça. Australie, oui, bonjour, ou je signe. Voilà. il Non, faut mais pas même s'il plus. avait pas présenté à Cannes, c'est Nicolas Cage qui fait du surf, j'en prendrais 5 places. Oui, j'en prendrai pour $1. Ah non mais vraiment, le concept placé, moi j'avais qu'une envie. Le fait que Lorcan Finnegan soit également le réalisateur de Vivarium me titillait un peu le pistil, donc à partir de là je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce film, qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'est-ce que c'est que cet objet qui ne sort de nulle part. Et j'avais envie de voir ce film. Et par chance, on l'a vu à l'absurde séance parce que Jean-Maurice a réussi à choper le film pour le festival de la SNIF. Par chance, on a pu découvrir ce bout de cinéma. Et à ce moment-là, je me tourne vers toi, Colin. Qu'as-tu pensé, par chance, de The Surfer? Ok, alors contexte, moi j'ai pas vu Vivarium. Donc je sais à peu près à quoi ça ressemble, Vivarium. Je te donne un indice. The Surfer est moins barré que Vivarium. Je sais, mais enfin voilà, pour dire que je sais à peu près d'où vient le cinéaste sans avoir vu le film. Donc c'est un film sur lequel j'avais pas d'attente particulière parce que globalement il est passé à la SNIF, je l'ai vu parce que je fais quasi tous les films de la SNIF chaque année. Et j'en avais pas entendu, j'avais vu passer le titre, mais j'étais en mode oui bon d'accord, Nicolas Cage qui fait du surf, d'accord très bien, pourquoi pas, ça passe à Absurde Séance, je suis curieux de base. C'était vachement bien, c'était très cool, c'était pas ce à quoi je m'attendais. Et là je remercie Drawer et Az qui ont fait la présentation avant le film et qui ont le bon goût de citer Wake in Fright. Et heureusement parce que sinon je discutais avec quelqu'un qui était sorti très déçu de la salle parce qu'il s'attendait en lisant le pitch, et moi aussi je m'attendais à ça en lisant juste le pitch, À Nicolas Cage qui pète la gueule à des qui surfeurs. pète la gueule à des surfeurs. On est plus proche de Wake in Fright que de Nicolas Cage qui pète la gueule à des surfeurs. Moi j'aime beaucoup Wake in Fright donc c'est très bien. Mais ouais, c'est plutôt cool, ça me confirme qu'il faut que j'essaye de mater Vivarium parce que j'aime bien la patte de ce réal là. J'aime bien ce qu'il essaye de raconter, j'aime bien la manière qu'il a de le raconter. Et ouais, The Surfer c'est plutôt une bonne petite surprise en termes de... Comment je qualifie ça? Thriller psychologique, psychédélique? Enchanté. Enchanté. Complètement. Complètement. Je signe pour ce genre. Voilà. J'en prendrai 5 s'il vous plaît. Ouais, Non, moi après j'ai aucune objectivité sur Nicolas Cage, c'est-à-dire que voilà, je pense que Nicolas Cage pourrait demain se filmer en train de manger un gâteau que potentiellement je qualifierais ça de chef-d'œuvre. Bon, peut-être pas quand même, faut pas déconner. Andy Kaufman. Oui, C'est Andy Kaufman, tu oui, vois. oui, pas faux. Non, vraiment, The Surfer a déjà l'avantage d'aller chercher une référence qui, pour beaucoup de gens, vont paraître très obscure. Je pense que peut-être il y a quelques-uns, heureusement, d'entre vous qui connaissent Wake in Fright. Si c'est pas le cas, allez voir Wake in Fright. Si je peux vous convaincre, c'est le réalisateur de Rambo qui a fait Wake in Fright, bien avant d'avoir fait Rambo.
C'est drôle de dire ça parce que vraiment, on peut pas faire deux films plus éloignés que ça l'un de l'autre. C'est pour ça que je me permets de citer ça. Non, vraiment, Waking Fright est un film qui, je pense, est une vraie perle de cinéma australien. Un film audacieux, violent, et pour autant juste déstabilisant comme il faut pour nous plonger dans une ambiance très particulière. C'est un film vachement psychologiquement dur, Waking Fright. C'est ça. C'est pas très gore, mais psychologiquement, ça met le doigt sur des trucs... Et c'est un film qui fait mal au foie, sans qu'on ait besoin de boire beaucoup de bière. Parce que dans le film, ils en boivent assez pour nous. Ouais, mais même t'as la nausée à la fin. Exactement. Il y a une excellente vidéo du Coin du Bis, où il revient sur Waking Fright, et en complément avec une vidéo qu'il avait fait sur l'Osploitation, donc les films d'exploitation australiens. Voilà. Et c'est bien aussi de citer que Lorcan Finnegan n'a rien d'australien. Non, il est irlandais. Voilà, donc c'est bien aussi de le rappeler. Mais ça s'entend un peu. Ça s'entend un petit peu. Mais le film a une putain d'ambiance. Si je peux vous le résumer comme ça, le film a une ambiance, un poids, a une sensation de perdition qui fait qu'en tant que spectateur, on est malmené du début à la fin. On se pose plein de questions durant tout le film. Et ne vous étonnez pas si dans les 15-20 premières minutes, vous vous demandez « Mais putain de bordel, qu'est-ce qui se passe ?» Qu'est-ce que je suis en train de mater? C'est le but du film. Et je trouve que c'est sa plus grande réussite. C'est de ne jamais se dire que le spectateur a besoin de tous les outils pour pleinement cerner ce qui lui est montré. Et c'était pareil avec Vivarium, même si Vivarium, il y avait cette idée de vouloir créer un mystère qui soit vraiment omnipotent. Là, le mystère, il est vraiment insidieux. Il est présent, mais on se demande d'où est-ce qu'il va surgir. On a des clés, mais on n'a jamais la serrure dans laquelle mettre cette clé. On a des indices, mais au moment où on arrive vers les 3/4 du film, on n'a pas la moindre idée de comment mettre dans l'ordre ces indices. On se pose constamment des questions, et moi je trouve que c'est ce qui rend ce film ludique. C'est ce qui rend ce film difficile d'accès aussi. Enfin, c'est difficile d'accès comme film. J'ai pleinement conscience qu'il y a plein de gens parmi vous qui vont se dire « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Non, Nicolas Cage qui va voir des surfeurs, non merci, au revoir, j'attendrai le prochain direct ou vidéo. Tu peux se faire chier aussi. Voilà, mais c'est parce que c'est un film vraiment particulier pour le coup. Mais c'est un film qui, lorsqu'on l'accepte, lorsqu'on adhère à son ambiance, lorsqu'on adhère à son délire, devient un trip vraiment très riche et très fun à regarder aussi. Je dirais que, pour vous donner une idée de ce que vous allez voir, c'est vraiment, on va plonger dans la tête d'un mec à qui va arriver un truc particulier. Des trucs particuliers. Un tas de trucs particuliers. Ouais, et le film ne dévie jamais du point de vue de ce mec. Et du coup, quand ce mec commence un peu à vriller... On vrille aussi. On vrille aussi parce que le film ne va jamais nous dire une limite claire de ce qui est vraiment en train d'arriver, les tenants et aboutissants, etc. On est totalement du point de vue de ce mec et on est dans la tête d'un mec qui va de moins en moins bien au fur et à mesure que le film avance. Donc... Tout à fait. Oh, tout à fait. Bah, je te propose qu'on pose tout de suite les bases de l'écriture, qui va être quand même très dense et très riche à évoquer. Donc le scénario est écrit par Thomas Martin. L'écriture en fait réside donc, comme on l'évoquait, sur cette idée que vous en tant que spectateur, et nous comme nous l'étions avant de voir le film, on n'est pas bien au début. Parce qu'on se demande qu'est-ce qu'on regarde. En fait, est-ce qu'on regarde un drame sur un mec qui va avoir des souvenirs de son enfance qui vont remonter? Est-ce qu'on regarde juste un gars qui est complètement paumé sur une plage et qui va partir en couille? Est-ce qu'on regarde une bande de fous furieux australiens qui vont harceler un pauvre mec parce qu'il a juste envie de faire du surf avec son fils? Est-ce qu'on regarde un truc beaucoup plus perché avec un travail psychologique qui va aller dans des directions où en tant que spectateur on se dit est-ce que je suis prêt à aller dans ces directions-là? Et bien un peu tout ça en fait. Et c'est ce qui fait la richesse de l'écriture, c'est qu'à aucun moment on ne se dit qu'on est réellement dans une petite case ou dans une direction claire, et que le scénariste s'est juste dit, eh ben, essayons. Peut-être que le spectateur va être déstabilisé, peut-être que le spectateur ne va pas avoir l'habitude de ce genre de délire, peut-être qu'il va se poser beaucoup trop de questions et qu'au bout d'un moment il va avoir une petite hernie qui va se faire dans le cerveau et qui va finir comme ça, mais au moins on aura poussé le trip jusqu'au bout et on aura fait en sorte que on soit dans ce délire, quoi. Ouais, on va vraiment suivre ce personnage et qui n'a pas de nom aussi, c'est vrai que je l'ai cité comme étant le père, mais c'est parce qu'au générique il est marqué comme étant The Father. Le film n'a pas vraiment de structure narrative précise, on est vraiment dans une espèce d'errance où le mec a un but et va faire plein de trucs pour essayer d'atteindre ce but. Et du coup, un coup le film va basculer dans l'horreur, un coup ça va basculer plutôt dans la comédie un peu noire. On est plutôt entre ces deux registres-là, entre l'horreur psychologique et la comédie noire, je pense. Et le méga trip en fait, parce que j'ai presque envie de dire parce qu'il y a notamment toute une section centrale au film où ça part complètement en trip à moitié hallucinogène. C'est ça. Je dirais que la plus grande force, c'est que le scénario est vachement dépouillé. Il se concentre sur son personnage et c'est le meilleur truc à faire pour t'imposer une ambiance lourde. Et pour faire passer ce que le réel fait passer, parce qu'il y a un vrai propos politique hyper intéressant, qui avait déjà dans Vivarium avec l'idée de dénoncer certaines structures sociales. Tout à fait. Et là, il y a vraiment cette idée de
Comment je dis ça sans en dire trop? En gros, plus que cette plage, ce que cherche le personnage de Nicolas Cage, c'est un statut. Et ou même à retrouver un statut. Ouais, le film est un peu une exploration de jusqu'où un personnage peut aller pour intégrer une structure sociale qui lui paraît enviable et surtout supérieure socialement à lui, peu importe à quel point cette structure sociale est visiblement dégueulasse. C'est ça. Et même pire que ça, tu vois, j'aurais carrément fait un lien avec le poids du passé. Parce qu'au-delà de la structure sociale, sans évoquer encore une fois des détails et des tenants et des aboutissants de l'écriture, il y a un vrai travail autour de la paternité et de la filiation, voire même de l'hérédité aussi. On peut même carrément relier ça à ça. Les personnages des surfeurs parlent beaucoup du bon vieux temps. Tout à fait. Ils sont vraiment enfermés. Enfin, c'est un peu... Pas ils font un peu hors du temps. Ils font un peu perso d'années 90. Bah, c'est pour ça que j'utilisais le mot de redneck, parce que c'est vrai que c'est très américain, redneck, mais il y a ce côté vraiment ancré dans le terroir de l'endroit où tu te trouves. Il y a ce côté vraiment... chauvin, j'aurais presque envie de dire, ce côté vraiment, tu as un endroit, c'est le tien, c'est you don't live here, you don't surf here, quoi. C'est une phrase conne, mais c'est une phrase qui veut dire plein de trucs par rapport à la société dans laquelle on est, même la société française, ça évoque plein de messages qu'on peut voir des fois qui sont tagués sur des murs. Enfin, je repense, mais la Grèce, quand j'y étais, il y avait quand même des tags avec marqué les touristes, rentrez chez vous. Et c'est juste des trucs comme ça. Et c'est ce même lien que tu peux faire avec Waking Fright, parce que Waking Fright, il y avait ce lien déjà présent. Il y avait ce côté vraiment, si t'es pas du coin, t'es un étranger, quoi. Même si tu habites ce pays, même si tu fais partie de ce pays, même si tu as grandi dans ce pays. Et c'est d'ailleurs le choix en plus de ce personnage central qui est très intéressant. C'est un Américain, mais qui est né en Australie, mais qui est parti aux États-Unis et qui est revenu ensuite. Dans le genre bien détruit entre... C'est intéressant parce qu'il retourne ça où en fait les surfeurs c'est pas vraiment non plus des rednecks, parce que redneck il y a vraiment l'image de... Redneck, du gros con avec un chapeau qui va te sortir ton fusil et qui va te dire dégage connard. Redneck c'est un équivalent de bouseux en fait dans le régime américain. Là c'est des mecs avec un certain statut social, sans révéler des trucs qui se passent dans le film, mais... On joue justement sur ça. Ouais, Thomas Martin, il aime beaucoup jouer sur l'image que tu te projettes de quelqu'un. Au début, tu crois effectivement que t'as affaire à, bon bah c'est des jeunes cons locaux du coin, et en fait il y a tout un délire où on se rend compte que c'est des gens des classes dominantes en fait, et il y a ce truc là qui est intéressant. Il y a aussi tout un truc où il rajoute, à un moment on a un petit discours du leader des surfeurs, et du coup il rajoute un petit degré de lecture où c'est des masculinistes en fait. Le personnage du leader du groupe de surf, quand à un moment on voit une petite vidéo de lui, j'étais avec quelqu'un qui m'a fait putain c'est Andrew Tate. Tu sais quoi, je suis complètement d'accord avec toi sur le coup, j'ai pas su mettre le doigt, mais j'ai fait putain ça me rappelle quelqu'un, ce genre de discours, cette manière de voir les hommes comme étant une race supérieure qui n'a pas atteint son plein potentiel et qui est rabaissé. Oh putain, comment vient de m'illuminer là, oh bordel. La personne me fait putain c'est Andrew Tate. Et ouais, il y a vraiment tout un truc par rapport au propos politique du film qui est vraiment bien et qui est en plus intéressant parce qu'il passe uniquement par donc le genre du thriller psychologique. Le film te met pas ça dans le nez, on n'est pas sur un film engagé au sens où c'est vraiment très clair que le film défend. Non, c'est un propos, c'est en filigrane, c'est vraiment... un propos en filigrane et... Ça détériore jamais la base même de la dramaturgie qui reste de raconter l'histoire d'un mec qui va perdre tous ses repères pour peut-être accomplir l'objectif qu'il a envie d'accomplir. Pas que ce soit pas bien de faire ça, mais là le film choisit la métaphore et je trouve que c'est bien vu avec ce genre de film-là. Et il y a tout un travail aussi autour du dépouillement physique du héros, c'est-à-dire que vraiment on part d'un personnage qui a une voiture ultra récente, dont il est très fier, qui a un téléphone, qui a un chargeur... C'est aussi un truc par rapport au statut social. Qui paye avec son téléphone, et tout doucement en fait l'idée c'est de perdre ses repères pour revenir à l'essentiel. Donc c'est un film qui est très intéressant dans toutes les analogies qu'il a envie de transmettre. C'est, comme tu l'as dit, c'est à la fois un film qui parle de politique, c'est un film qui parle de statut social, c'est un film qui parle aussi de famille, de filiation, d'hérédité, de l'accroche à la technologie, de l'accroche à la société finalement par découlement, du fait qu'on n'est plus une personne, on est une idée que l'on se fait d'un certain statut social, et du coup quand on perd les repères avec ce qu'on est réellement, bah, on finit par ne plus être qu'une image, qu'une représentation et non plus un être humain. Et c'est ce qui est intéressant autour du personnage du père, c'est vraiment un archétype quoi. Et c'est pas anecdotique du coup de se servir, on en parlera ensuite dans l'écriture, enfin dans la mise en scène et dans le casting, de se servir de Nicolas Cage pour incarner un tel personnage, parce qu'il incarne un petit peu ce modèle là, c'est un acteur sur lequel on a collé une image, plus que l'on ne s'est posé des questions par rapport à ce qu'il est en tant qu'être humain. Enfin,
quand tu creuses, tu te rends compte que tous les choix de carrière qu'il a fait dans les années 2010 et début 2020, c'était en fait pour subvenir à des besoins personnels et familiaux. Et c'est très intéressant du coup de se retrouver à avoir cette parabole-là qui se retrouve mise en perspective dans l'écriture d'un film qui raconte pas du tout l'histoire de Nicolas Cage. Ou alors un Nicolas Cage qui a quand même vécu beaucoup de choses, parce que si un jour Nicolas Cage s'est retrouvé sur une plage à se faire défoncer la gueule par des Australiens... Moi je pense que le bizarre. plot twist c'est qu'à la fin de sa carrière il va dire tous mes films sont basés sur des trucs qui me sont arrivés. Voilà, Color from Outer Space, ma vie. Ghost Rider, Ma vie. j'avais 17 ans. J'avais 17 ans, voilà, j'ai fait un pacte avec le diable. Ça arrive. Voilà, à la place de devenir motard, je suis juste devenu acteur. Voilà. En termes de mise en scène, alors, si on devait vraiment ouvertement dire que le film est un hommage à Joaquin Phoenix, c'est surtout par le biais de sa mise en scène. Parce que si on peut voir dans l'écriture des réminiscences de beaucoup d'autres choses, de beaucoup de questionnements sur d'autres films, et notamment tout ce qu'on a évoqué, dans la mise en scène, ça se voit que Lorcan Finnegan a vraiment regardé du Ted Kotcheff juste avant de réaliser The Surfer. Parce que dans le travail de la colorimétrie, dans le jeu sur l'ambiance, le côté sale, crade, l'ambiance lourde, le soleil... Le soleil, Putain, il fait chaud quand tu regardes ce le film. soleil, Tu le regardes à poil en hiver, la bière. dehors. Putain, t'as chaud. Ouais. Vraiment, Alors, je c'est pense vraiment il fait moins 10 dehors, t'es à l'intérieur, tu regardes ça, t'as l'impression qu'il fait 40 degrés à Ouais. l'extérieur. C'est un film qui suinte une ambiance. Mm. C'est vraiment ça. C'est un très bon mot. Si suinte, le film Ah il mais suinte. suinte, c'est pas genre tu ressens l'ambiance, c'est tu la... Elle boit à l'écran. Mm. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu t'attendrais presque à ce qu'il y ait une goutte de sueur qui dépasse de la toile, tellement le film... Il a quelque chose de vraiment atypique. Enfin, je veux dire, c'est un film où vraiment, je me suis dit, c'est plus une expérience sensorielle par moment que réellement un film narratif. Comme l'était déjà un peu Vivarium, mais Vivarium, il y avait quand même une base de dramaturgie qui faisait que tu pouvais te reposer là-dessus pour analyser, entre guillemets, la base de mise en scène du film. Là, tu l'as très bien cité en parlant d'écriture, mais je trouve que ça se ressent également dans la mise en scène, l'épure. Allons à l'essentiel. Je dirais pas qu'on est sur du théâtre filmé, mais il y a quasiment des moments où j'étais presque en train de me dire ce parking, c'est une scène. C'est une scène et c'est un huis clos. Oui, Il peut pas partir par la route. Il y avait des moments où j'étais en train de me dire, mais marche, marche, tu vas bien finir par tomber sur une ville. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Et je trouve ça assez fascinant parce que du coup, ça crée une sensation de huis clos et d'enfermement que tu ne devrais pas avoir. Parce que le truc, ça se voit qu'il y a la plage, il y a la flotte, il y a des montagnes, enfin, il y a une ambiance, il y a un cadre, tu te dis, il est large. Alors pourquoi je me sens enfermé tout du long du film? Parce que le cinéaste choisit réellement d'appuyer ça. Et je trouve ça marche, quoi. Ouais, c'est ce que j'ai cité en termes de mise en scène, il y a vraiment ce côté huis clos à ciel ouvert, puisqu'il y a deux décors dans le film, le parking et la plage. C'est ça. C'est tout. Et c'est typiquement le genre de truc casse-gueule où ça fait vite faucher, mais en fait, comme t'es enfermé avec... Enfin, enfermé, bloqué avec ce personnage qui va commencer à vriller, c'est très bien qu'il n'y ait pas de décor parce que ça devient très vite très anxiogène en fait. Et notamment parce que la caméra va commencer à partir un peu en couille, à tenter des cadrages un peu particuliers. On Et va en tout. parler, mais il y a des trucs, le fisheye. Des fichailles partout. Mais c'est même plus un fisheye, là, c'est un globe, quoi. Il y a un moment, il y a un plan où le cinéaste pète une durite et te sort un objectif. Vous voyez les objectifs que s'amusent à mettre certains influenceurs où on a l'impression que lorsqu'ils cadrent super haut, ils sont sur la terre, mais genre vraiment une espèce de petite boule. Ils se servent d'angles de caméra qui sont de cet ordre-là. Je sais pas du combien de millimètres c'est, ça doit être du 5, du 6 mm, un truc comme ça. Mais ça te fait un plan, mais alors dans le genre sans toi déstabiliser, quand t'as la gueule de Nicolas Cage en plus qui est complètement déformée comme ça, t'es en mode je ne suis pas bien, bonjour, je me sens très très mal. Mais ça fonctionne super bien, encore une fois, ça fonctionne, mais du feu de Dieu. Et en termes de mise en scène, il y a aussi tout un truc par rapport au costume du personnage, on va dire ça. Oui. C'est accessoire. Il y a tout un jeu avec ça, il va créer du signifiant avec ça. Moi j'aime beaucoup aussi la manière dont il filme les surfeurs, parce qu'ils sont tout le temps filmés de manière à la fois cauchemardesque et très idyllique. Et je l'avais dit, en termes de costumes, t'as l'impression qu'ils sortent des années 80, genre Complètement. Nul n'est pas possible, ils ont des chemises avec des motifs et tout. Même cette doudoune à capuche, Ouais. qui a aucun sens, c'est une serviette à capuche. Je crois que ça existe en plus, il y a vraiment des serviettes à capuche. Mais tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi j'ai l'impression de voir le Père Noël qui aurait défoncé un surfeur et qui se la pèterait en mode je suis Patrick Swayze dans Point Break. Enfin, c'est surréaliste, mais ça fonctionne super bien, quoi. Ouais. Ça amène vraiment encore une fois, ça amène cette ambiance suintante, quoi. T'as vraiment cette sensation d'être bloqué avec ce perso, et moi je trouve que ça fonctionne extrêmement bien. Après, encore une fois,
là, on est vraiment dans le positif quasi dithyrambique, mais dites-vous quand même que c'est un film qui est très atypique, c'est très particulier. C'est-à-dire que même si vous aimez les mégatrips un peu barrés, là c'est vraiment mégatrip psychologique, quoi. En fait, ouais, quand on dit mégatrip un peu barré, faut pas s'attendre à ce que ça parte en couille de ouf, qu'à un moment, je sais pas, Nicolas Cage il monte sur une voiture à poil, j'en sais rien, tu vois. C'est pas Mandy, quoi. Non, c'est pas Mandy. Et tant mieux parce que Mandy c'est de la merde, je le dis haut et fort. Voilà, à un moment faut dire les termes. Pas parce que c'est beau que c'est bien. Pareil, son épisode du cabinet Closet del Toro, de la merde. Voilà, Panos Cosmatos, la fraude. Calme-toi, je le sens. J'en ai gros sur la patate. Bref, du coup, non, c'est vraiment, quand on dit un trip, c'est plus... On a l'impression que le perso fait un bad trip pendant tout le film. Exactement. Et du coup, il va traverser ça du coup effectivement par des cadres qui sont vachement bouchés. Enfin, il va alterner des cadres très ouverts et très bouchés. Où en fait, quand le cadre va être très ouvert, Nicolas Cage va souvent être mal placé entre guillemets dedans. C'est-à-dire qu'il va pas être bien au centre, ou alors il va être paumé un peu dans le cadre. Ou alors il sert d'angles de caméra qui sont de l'ordre de la courte focale et qui jouent justement sur la perspective des visages. Enfin, notamment, il y a un monologue. Enfin, à chaque fois qu'il prend les jumelles, c'est d'ailleurs très rigolo. Mais Finnegan se dit, bah, je vais filmer avec des jumelles. Je vais prendre un objectif qui donne la sensation d'avoir cette déformation d'image. Et ça donne des plans où t'es vraiment pas bien, t'es en train de te dire... Bah ça va pas là, t'es en train de vriller mon gars, t'es en train de péter une durite, là ça se voit avec l'objectif de caméra que t'es pas bien. En plus il parle à des espèces de bimbos complètement éclatés qui genre sont en mode non mais ça va, c'est pas grave, c'est sympa quand même ces surfeurs, oh là ils sont en train de tabasser des touristes, des Français en plus, mais c'est pas grave, tout va bien, tout va bien. D'ailleurs, des Français donc... Référence à Brice de Nice. Voilà. Il y a du surf et des Français, je suis désolé. Voilà. Je pense que Lorcan Finnegan a forcément vu Brice de Nice et s'est dit, il y a des Français qui surfent. Je sais pas pourquoi, mais il y a des Français qui surfent. Mais voilà. En tout cas, pour synthétiser, disons que Lorcan Finnegan, il a vraiment réussi ici à synthétiser l'idée de créer du malaise pour que le spectateur se mette vraiment à la place du héros. Et Dieu sait que dans ce type de film, c'est ultra compliqué. T'as plein de films où t'as envie de créer un mégatrip où le spectateur perd ses repères, et c'est parfois très difficile. Et pour certains spectateurs, c'est même insoutenable. Là, c'est pas insoutenable, mais clairement, il y a des moments où vous allez vous dire « je ne suis pas bien, j'ai besoin d'air, je sens que je sue ». Pourquoi il fait pas chaud dans la salle alors que j'ai l'impression qu'il fait 45 degrés? Parce que le film suinte. Encore une fois, gardez ça en tête, le film suinte. Niveau casting, nous n'avons que des sacrées gueules de cinoche dans ce film. Il a été choisi des acteurs à gueule, c'est trop bien. Alors je tiens déjà tout de suite à citer Julianne McMahon, qui, je le rappelle, au cas où vous auriez oublié, était le Docteur Doom des 4 Fantastiques. Je place ça, débrouillez-vous. Faut bien manger. Il a une putain de gueule et il est super bien employé. C'est super cool, il a vraiment une aura charismatique. Ah, pour moi, il regagne le même aura qu'il avait dans la série Nip Tuck, qui est une série que j'aime beaucoup, Nip Tuck, mais où du coup je trouvais que Julianne McMahon avait complètement perdu ça depuis 15 ans. Ça faisait 15 ans où je l'avais pas vu dans un film où je m'étais dit, putain, il est parfaitement à sa place. Il est totalement à sa place ici. C'est hallucinant de voir à quel point il est à l'aise devant la caméra. Il est tétanisant de perfection dans sa manière d'interpréter. On ne sait pas si c'est un psychopathe, on ne sait pas si c'est un mec complètement lucide, on ne sait pas si c'est un gars qui veut juste s'éclater avec ses potes. C'est ce qui en fait le brio de son interprétation. Honnêtement, j'ai beau adorer Nicolas Cage, je trouve que les scènes où il est là, il lui vole la vedette. Vraiment. Le reste du casting, alors il n'y a pas forcément tant que ça d'acteurs à retenir. Nicolas Cassim qui joue donc son fils est bien, mais pas très présent à l'écran. Miranda Tapsell qui joue donc la photographe, que l'on voit à quelques reprises, est plutôt cool. Il donne quelques petites scènes de comédie assez sympas. C'est ça. Alexander Bertrand, ça s'invente pas comme nom, qui joue donc Pitbull, le You don't live here, you don't surf here. Il a la gueule de l'emploi, il est très très bon, il fonctionne très très bien, moi je l'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé Justin Rosniak dans le rôle du flic. J'ai trouvé... Oui, c'est vrai que j'avais oublié ce personnage, mais oui, ce personnage il est très cool, il est très bien joué. Oui, tout à fait. Et avec aussi il a le bon équilibre entre eux, il est à la fois sympathique et très passif-agressif. Oui. Genre, tu sais, il dit des lignes qui devraient être sympas. C'est ça. Mais... Et en même temps qu'ils font connard. Oui, c'est ça, complètement. Mais ça fonctionne super bien. C'est vraiment de ouf. Bah, faut citer Nicolas Cage, bien évidemment. Bah, du coup, Nicolas Cage, je peux développer un peu sur lui, c'est que moi, ça me fait plaisir de le voir dans un... Franchement, vu le pitch, on s'attend à ce qu'il en fasse des caisses. Il est vachement dans la retenue dans ce rôle-là, je trouve. C'est-à-dire que même le pétage de câble, il va pas commencer à hurler partout, à faire des têtes pas possibles et tout. Enfin, il va faire le mec qui est aveuglé, donc il fait... Mais voilà, ça va. Et... Bah ouais, des fois on oublie que Nicolas Cage, en fait, il est bon dans la retenue aussi. Tout à fait. Il est bon aussi quand il en fait pas des caisses. Et
il est quand même vachement mieux là-dedans que dans Long Legs. Moi je le trouvais un peu ridicule dans Long Legs. Là il est très bien parce qu'en fait le pétage de câble est qu'à des moments très ponctuels. Et du coup j'y croyais plus parce que notamment quand il fait le père de famille un peu paumé, j'y crois aussi. Voilà, je trouve que c'est un de ses meilleurs rôles depuis longtemps. Je trouve qu'en fait il est dans l'équilibre parfait comme tu dis entre sobriété et fou furieux. C'est-à-dire que Nicolas Cage, si tu lui laisses le champ libre, ça crée des performances qui pour moi sont à mourir de rire, comme par exemple dans Ghost Rider, l'esprit de vengeance, où là-dedans, on va pas se mentir, Nicolas Cage est fantastique parce qu'il est en roue libre, mais en parallèle, si vous lui donnez un peu trop de roue libre, et ben ça donne des films où clairement il n'est pas du tout à sa place et où il fait un peu n'importe quoi. Et moi ce que j'aime dans The Surfer, c'est que j'ai la sensation que Nicolas Cage équilibre parfaitement son interprétation, arrive magnifiquement à créer un personnage pour lequel tu as une profonde empathie, et en même temps quand il pète des câbles, t'es pas bien. T'es vraiment pas bien, et tu te dis mais qu'est-ce qu'il fout là, pourquoi il est comme ça, je ouais, il n'y a pas tant de Nicolas Cagerie que ça en fait. Il est dans la retenue, dans la mesure, et quand faut y aller, il y va quoi. Et moi j'aime beaucoup cette espèce de flegme qu'il a pendant une partie du film, notamment dans la dernière partie. Il y a un moment où un perso lui dit un truc, et il lui répond un truc genre « Oh je m'en fous, moi je vais surfer ». Et vraiment il le dit avec... c'est très drôle. Moi j'avoue que la scène où il veut absolument aller récupérer sa planche qu'on voyait dans les premiers extraits où il fait « Dude, that's my board !» Ouais, et ensuite tu regardes et il fait What the fuck. Et je me suis dit, mais ça c'est génial, ça c'est Nicolas Cage qui pète un câble, mais qui pète un câble avec sobriété. C'est pas Mandy où genre il fait... Ouais, putain. Ou ça c'est un peu too much du coup. Mais voilà, j'avais envie de ressortir ça. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment un bon film avec Nicolas Cage où tu sens que lui il s'éclate. Et je corrige un truc, Nicolas Cassim ne joue pas le fils, il joue le clodo. Ok, mais il est très très bien. Et voilà, c'est pour ça aussi que je voulais rebondir là-dessus, parce que c'est un personnage qui est complexe, parce que c'est vraiment le fou, point. Et pour autant, il arrive à quand même être un petit peu attachant. Ouais, et même sans ça, en fait, genre le film entretient vraiment un doute sur ce personnage pendant très longtemps. Et qui est très bien fait d'ailleurs. Ouais, qui est très bien fait. Mais tu vois, c'est pour ça que j'ai pas dit que ça en termes de mise en scène et d'écriture. C'est difficile de décortiquer le film sans trop en dire. Exactement. C'est un film qui se ressent, qui se vit en fait. Vraiment, voilà. Tu as trouvé les bons mots, tout à fait. Et bah rebondissons là-dessus, on arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que tu retiens de The Surfer? Ou du surfeur au Canada? Le surfeur au Canada. Que c'est plus ce que c'est la plage de Nice. Hein, Non, une excellente surprise. Vraiment cool, vraiment psychologique. Pas le film que j'attendais, mais un très bon film nonobstant. Ce genre de film en fait c'est assez rare et ça manque un peu, tu vois, des films vraiment très psychologiques où on va suivre la descente d'un personnage, ça va partir de plus en plus en couille. Que Nicolas Cage peut être sobre quand il veut. Tout à fait. Et que définitivement Lorcan Finnegan c'est à suivre, voilà, il fait toujours des propositions intéressantes, il a des trucs à dire. Et à chaque fois il choisit de le faire par le biais de la métaphore et du genre. Vivarium, la métaphore est quand même un peu plus bourrine. C'est ça, là c'est plus subtil. Là la métaphore est quand même plus subtile. Mais du coup, ouais, non, vraiment une très bonne surprise que ce The Surfer. Et je sais, il n'a pas de date de sortie encore. Non, pas encore au moment où on fait la vidéo, mais on espère qu'au moment où il sortira et où on sortira du coup cette chronique. Bah ouais, franchement. J'espère qu'il aura eu droit à une sortie en salle parce que je me fais réflexion et je me dis, aïe, peut-être qu'il va se taper une sortie VOD. C'est dommage parce que je pense que le film mérite. Mais je pense que le film sortira en salle. Inch'Allah, vous nous direz quand la vidéo sortira. Ouais, vous attendez pas à un film très foufou qui va partir dans tous les sens où va y avoir des pétages de gueule et tout. On est vraiment sur un thriller psychologique. C'est ça. Mais un très bon thriller psychologique pour le coup. Tout à fait. Ben, je vais rebondir totalement sur ce que tu viens de dire. C'est vraiment la confirmation d'un cinéaste qui veut expérimenter avec le cinéma et pas uniquement raconter des histoires. Ça c'est bon de le dire tout de suite. C'est un film qui rappelle que Nicolas Cage est un acteur multifacette et pas uniquement un acteur qui pète des câbles. Pour ceux qui avaient encore du doute au fond de la classe, oui, je vous vois, surtout toi Jérémy qui regarde ta feuille. Mais clairement, c'est un film devant lequel on passe un moment malaisant, difficile, complexe, mais c'est le but. Et quand un film réussit à faire ça, c'est généralement qu'il est bon, voire même très bon. Et c'est le cas de The Surfer de Lorcan Finnegan qui vraiment vaut le coup d'œil. J'espère que vous aurez l'occasion de pouvoir le voir en salle comme nous. Si vous le voyez chez vous, mettez-vous bien dans le noir et voilà, profitez. Mais ouais, on espère vraiment qu'il aura le droit à une sortie en salle parce que ce serait largement mérité. Et honnêtement, vu l'ambiance qui se dégage du film, ça serait presque triste de devoir le voir chez soi. Très clairement. Merci mon cher Colin. Mais de rien. Je ne sais pas quand est-ce qu'on se retrouve, mais j'espère que ce sera bientôt. Bientôt, attends, je retourne surfer. Oui, je retourne sur la ride du cinéma. Oh là là, c'est beau. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera ici pour parler de films, bien évidemment.
A plus. Ciao. Je crois qu'on n'aura jamais autant fait de référence à Brise de Nice dans une vidéo, sans déconner. Même dans Brise de Nice 3, j'avais pas autant fait de référence à Brise de Nice. Mais alors,